Salut, c'est Nikita Bellucci. Retrouvez-moi dans Click sur Canal+. Je sais pas, le porno, c'est cool, quoi. On est payé pour avoir des orgasmes, pour avoir du plaisir. Meilleur taf au monde. Quand j'ai commencé, j'ai pas du tout pensé à la stigmatisation. J'ai toujours considéré que je faisais rien de mal, quoi. Enfin, le sexe, c'est beau, quoi. Quand j'ai arrêté le porno, j'ai fait une formation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette école a voulu me virer quand ils ont appris mon passé. Bref, maintenant, c'est maman qui est aux commandes. Dans l'industrie du porno, on dit pas amen à tout. On essaye de faire bouger les lignes un petit peu comme on peut avec les moyens qu'on a de l'intérieur. Bonsoir Nikita Bellucci. Je suis très heureuse de vous recevoir, je vous en prie. Bienvenue sur le plateau de Click. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce qu'on a plein de sujets à aborder ensemble. Nikita, vous êtes actrice, réalisatrice et productrice de films pornographiques. Aujourd'hui, vous produisez vous-même vos films avec votre mari, qui lui est caméraman, et vous défendez ce que vous appelez un porno éthique. Qu'est-ce que c'est qu'une pornographie éthique ? Alors, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé, le porno éthique, mais je suis un petit peu revenue dessus parce que, en fait, le porno éthique, pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'on fait attention au consentement des acteurs, des actrices, on fait attention au message qui est véhiculé et on ne négocie pas les tarifs avec eux. En fait, le fait de devoir mettre une étiquette sur quelque chose qui doit être normal, finalement, voilà, je reviens un petit peu dessus. Donc, en fait, pour moi, je fais simplement de la pornographie et je pense que ceux qui n'appliquent pas ces règles-là font des choses plus ou moins illégales, donc ils ne devraient pas être dans ce milieu. Quels sont, vous venez d'en évoquer certaines, mais quels sont, par exemple, les fondamentaux qu'il faut rappeler ? Le consentement. Le consentement, le respect des personnes avec qui on travaille, ça va de l'équipe technique, le maquilleur, le coiffeur, le preneur de son, à l'acteur, à l'actrice. Donc voilà, c'est ça les fondamentaux pour moi. Ne pas négocier les tarifs, comme beaucoup ont fait, et le message, comme j'ai dit, qui est véhiculé. Vous le dites beaucoup, Nikita Bellucci, il faut savoir s'imposer quand on est une femme dans ce milieu-là. Ouais. C'est difficile. Vous êtes une femme réalisatrice. Qu'est-ce que ça change sur le regard que vous portez sur le corps des femmes, sur la façon dont il est manipulé, touché, filmé ? Qu'est-ce que ça change pour moi ? En fait, la chance que j'ai, entre guillemets, c'est d'avoir été actrice. Donc je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je veux. C'est ça qui change principalement pour moi. Après, c'est pas parce que je suis une femme que je vais faire un porno féminin. J'ai pas ce truc-là. Moi, je suis consommatrice déjà de films et je sais que ma façon de consommer est plutôt, on va dire, masculine. Après, j'aime pas catégoriser les choses. Mais voilà. Ce qui change, ça va être plus la façon de prendre soin des gens. Et on va évoquer tout ça tout au long de cette interview. Mais pour commencer, on voulait en savoir un petit peu plus sur vous. On va commencer, si vous le voulez bien, par une interview CV avec des infos qu'on pourrait retrouver sur votre CV. Okay. Tout d'abord, nom et prénom. Nikita Bellucci. Ça vient d'où ? Alors Nikita, c'est par rapport au film de Luc Besson, où je me reconnais beaucoup dans ce personnage assez fragile et puis en même temps très... qui part en guerre, qui se bat, mais voilà, il y a une personnalité qui est sensible. Et Bellucci, c'est par rapport à mes origines italiennes, tout simplement. Date de naissance ? 6/11/89. Votre parcours scolaire, est-ce que vous avez fait des études ? J'ai fait des études, je me suis arrêtée du coup en 3e. J'ai été dans un lycée hôtelier, voilà, et après j'ai été serveuse, voilà. Justement, c'est quoi votre première expérience professionnelle ? Ma première expérience professionnelle, c'était la plonge dans la boulangerie de ma mère. Ah ouais. Voilà, pour rembourser les factures de téléphone, à 5 heures, j'étais à la plonge. À quel âge est-ce que vous avez commencé dans le porno ? Je crois que j'avais 20 ans. Vous vous rappelez de votre première expérience ? Je m'en rappelle. En fait, je suis arrivée là-dedans. C'était plus un amusement pour moi.
Et voilà, j'ai fait ma scène, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, je suis repartie et quelques temps après, j'ai recommencé. À quel moment vous vous êtes dit, j'ai envie de faire ce métier, mon métier? Je crois que ça a mis à peu près 3 ans avant que ça éclot dans ma tête parce que je prenais pas ça comme un métier, c'était plus un amusement pour moi. Et lorsque je suis partie aux États-Unis, c'est là où je me suis professionnalisée, arrivée à l'heure sur les tournages avec des cheveux coiffés et pas la tête en vrac, enfin voilà, un vrai travail. Et voilà. Est-ce que vous avez des diplômes? Des diplômes? Si j'ai un diplôme, j'ai mon CAP en restauration. Après, Ouais, j'ai mon diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. C'était important de faire quelque chose qui me plaît. Le médico-social est un métier qui est très dur. C'est un métier où on ne gagne rien. Il n'y a pas forcément de reconnaissance, mais c'est un métier, moi, qui me fait vibrer. Donc voilà, c'est important pour moi de suivre cette route-là. En 2016, Nikita, vous décidez de quitter le milieu pornographique. Pourquoi vous voulez vous reconvertir à ce moment-là? Alors, j'ai quitté le milieu de la pornographie en 2016 parce que j'avais vécu une expérience qui n'était pas très, très cool. J'étais avec un réalisateur, voilà, une histoire qui se termine pas trop bien. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est peut-être le bon moment. Et je décide à ce moment-là de me reconvertir dans le médico-social. Cette histoire avec ce réalisateur, c'est ce qui vraiment vous a dégoûté à l'époque de continuer ou c'est... Alors non, je voulais pas quitter le milieu en étant dégoûtée de quoi que ce soit. Je suis partie, j'étais en paix, j'étais très bien émotionnellement, voilà, j'étais contente de mon parcours. Voilà. Ce qui m'a décidée, c'est que justement, je voulais partir au bon moment et je me sentais prête à aller vers cette voie du médico-social. Est-ce que votre passé a été un frein dans cette reconversion? Ça a été un frein parce que, au bout d'un mois, lorsque je suis rentrée dans ce centre de formation, je sentais des regards et à la fin de la journée, je vais voir mon référent de formation. Je lui dis, voilà, il faut que je vous dise qu'avant d'être dans ce centre de formation, j'ai travaillé dans le milieu pour adultes. Et là, mon monde s'écroule complètement. Et en fait, l'école veut me virer à ce moment-là. Comment vous le vivez à l'époque? Très, très mal. Je le vis, tout s'écroule en fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'entends des propos de la part de ce référent qui dit, devant toute la classe, qui dit, voilà, on peut se questionner sur sa probité morale. Vous savez, moi, je me suis occupée de femmes qui ont fait des infanticides. J'ai sorti des femmes qui avaient la gale, qui étaient dans des squats. J'ai connu le milieu de la prostitution, alors il dit un truc qui était encore plus violent. J'ai connu le milieu de l'homosexualité, du VIH, enfin des trucs complètement ahurissants. Moi, je suis là, je suis toute seule. Et je me dis, bah, peut-être que finalement, il a raison. Peut-être que finalement, je suis moins que rien. Et je suis même encore pire qu'une femme qui a commis un infanticide. Et au même moment, lorsque je vis tout ça, au même moment se passe le harcèlement. Les menaces de mort, de viol. Sur les réseaux sociaux, lorsque j'avais pris la parole, du coup, en 2016. Et voilà, il se passe tout ça à ce moment-là dans ma vie. Comment vous faites pour passer au travers ça? Comment on se remet d'une attaque pareille? Là, on vous voit en rire, on vous voit hyper forte et tout. Comment on traverse un truc pareil? C'est très violent. Ben, je sais pas. Mon mari m'a toujours dit que j'avais un instinct de survie. Ça a été très sombre. Je le cache pas, je me suis jamais cachée. Hein. J'ai pensé au pire. Mais on va dire que ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est un bon psy. Et de me dire que voilà, c'est de reprendre en fait confiance en moi en me disant mais je n'ai rien fait d'illégal. Qui peut se permettre de me dire non, tu n'as pas le droit à la formation, je veux dire, même une personne qui est partie en prison a le droit de se reconvertir. Donc pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Donc il a fallu fermer les yeux et monter sur un char d'assaut et se battre. Nikita Bellucci, on l'a vu un petit peu, on va continuer d'en parler. Vous êtes une militante, vous dites « Je ne suis pas féministe, mais humaniste. Si je ne milite pas, je m'ennuie, j'ai toujours un truc à défendre. » Le X est un vrai métier, on ne le dit pas assez. Vous militez pour encadrer et réglementer le monde du porno. On assiste de plus en plus à la libération de la parole des femmes dans le cinéma. Est-ce que ce mouvement de libération, il touche aussi l'industrie pornographique? Non. Pas du tout. Non. Ce qui a permis
Il y a une affaire en cours, l'affaire dite French Bukkake. Les femmes qui ont pris la parole ont pu prendre la parole. Alors, je ne suis pas amie avec ces personnes-là, mais les abolitionnistes, les associations Oser le féminisme, je crois qu'il y en a d'autres, les effrontés, ont aidé ces femmes à prendre la parole. Ces associations les accompagnent dans leur parcours judiciaire. Et malheureusement, il n'y a personne qui prend la parole dans notre industrie. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi on ne prend pas la parole? Parce qu'il y a des intimidations. C'est un milieu plus violent, plus menaçant que les autres? Bien sûr. Bien sûr, parce que nous, par exemple, avec mon mari, on partage des articles, justement, de toutes ces femmes qui prennent la parole. Et une actrice qui tourne encore a eu le malheur de liker un tweet qu'on a partagé. Cette femme est blacklistée du jour au lendemain. Plus personne ne l'embauche. Donc, en fait, il profite, comment dirais-je, de la faiblesse, du manque d'encadrement pour que tout le monde se taise, quoi. Est-ce que vous avez été témoin de dérives dans votre parcours? De dérives, oui. J'ai été témoin. Comment vous avez réagi? En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, c'était tellement normal. Alors, je n'ai pas assisté à l'agression, on va dire, violente ou autre, mais c'est plein de petites choses comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on assiste sur un tournage, un réalisateur très, très rigolo, très fun. La scène débute, et puis ce réalisateur, ce caméraman, il a la caméra comme ça entre les mains, et il vous filme, et puis il met sa main comme ça devant. Avec le rire de tout le monde, voilà. Et nous, ça nous fait rire aussi. En fait, 10 ans après, on se rend compte, mais en fait, non, il y a juste une agression qui vient de se passer. Et j'en parlais avec une collègue d'actrice, à qui elle-même, c'est arrivé. Et elle me disait, mais en fait, moi, j'ai occulté ce truc-là. En fait, on met des années et des années à se rendre compte de plein de choses qui ont pu se passer. Un autre de vos engagements, c'est le porno et les jeunes. Selon une enquête IFOP de septembre 2023, 82% des jeunes adultes n'avaient pas 18 ans lorsqu'ils ont surfé pour la première fois sur un site pornographique. Et plus d'un jeune garçon sur 3 a déjà surfé sur un site X avant l'âge de 12 ans. Et ça augmente encore. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. En France, il y a une loi qui interdit l'exposition des mineurs à la pornographie. On le sait, et je vous vois faire la moue, dans les faits, c'est très très peu respecté. Nikita Bellucci, vous êtes contre l'accès des mineurs à la pornographie. C'est quoi la solution pour vous pour encadrer l'accès des mineurs à la pornographie? Déjà, tous les sites qui ne respectent pas la loi française, il faudrait les interdire, tout simplement. Des solutions également. Après, tout interdire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je pense qu'il faudrait beaucoup de pédagogie, que les parents arrêtent de faire l'autruche. C'est-à-dire que quand on donne un téléphone portable à son enfant, on met un contrôle parental. Pour moi, c'est maltraitant de donner un téléphone sans le protéger, sans même avoir un discours avec son enfant. Moi, il m'est arrivé dans mon entourage d'expliquer à une maman, ton enfant va sur des sites porno, en voilà la preuve, ton enfant va sur Twitter, les hashtags qui sont recherchés, c'est porno, voilà ce que ton enfant regarde. L'adulte en question me répond, il faut arrêter de fouiller, laisser l'enfant tranquille, c'est de son âge, etc. Enfin, il y a un moment, je pense qu'on ne prend pas le problème à sa juste valeur et ça crée des dégâts. Les parents, il faut qu'ils se rendent compte aussi d'une chose, c'est que la pornographie que voit leur enfant, elle est violente. Elle est violente dans le sens où nous, en tant qu'adultes, on comprend que ça peut être un jeu. Mais un enfant de cet âge-là ne comprend pas ce truc-là. Donc, ça abîme. Ça abîme, évidemment. Moi, le matin, je suis par exemple sur Twitter, enfin X maintenant, qui porte bien son nom pour le coup. Le matin, alors que je ne suis aucun profil de mes collègues, je tombe sur des vidéos, mais porno, je n'ai rien demandé, mais moi, ça m'agresse. Alors que je travaille dans cette industrie. Vous avez fait quelque chose d'assez courageux, Nikita Bellucci. Vous avez même contacté des parents d'enfants mineurs qui vous demandaient des nudes, des photos de vous nus. Oui. Quand est-ce que vous avez dit qu'il fallait intervenir à ce point, en fait, vous engager à ce point? Je me dis que ça pourrait être mon enfant, en fait. Et je me dis que où sont les parents, en fait. Et je me dois, en tant que citoyenne, je vois qu'un enfant a des comportements à risque.
C'est quoi des comportements à risque? Des comportements à risque, c'est de regarder de la pornographie à outrance, je sais pas, d'être sur Snapchat, d'envoyer des nudes, de demander des nudes. Oui, parce qu'on le sait moins, mais Snapchat est aussi un moyen d'avoir accès à la pornographie. Snapchat, c'est un danger phénoménal. Snapchat, il y a des recruteurs, par exemple, sur Snap. Des recruteurs qui vont demander à des gamines « Est-ce que tu vends les photos de tes pieds ?» Ces recruteurs se font passer elles-mêmes pour des ados. Vous voyez, donc il y a un moment, faut se rendre compte de tout ça. Vous, Nikita, vous êtes maman de 2 enfants. Est-ce que vous parlez à vos enfants de votre métier? Est-ce que vous leur en avez parlé? Non. Non. Non, pas tout de suite. Premier à 5 ans, donc évidemment, c'est beaucoup trop jeune. Ouais. Maintenant... c'est quelque chose à quoi vous pensez? Évidemment. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'à cause de cette société, par exemple, qui n'est pas capable de protéger les enfants de l'accès à la pornographie, qui n'est pas capable de protéger les enfants du harcèlement, il va falloir que je parle à mes enfants de ces sujets-là bien trop tôt pour moi. J'ai envie que mes enfants à 8 ans, je sais pas moi, regardent Choupi, quoi, ou les animaux du bois de Katsu, pour ceux qui ont la ref, mais j'ai pas forcément envie de leur parler de la pornographie et je vais devoir le faire. Après, j'ai confiance en mes enfants, l'éducation que je leur donne avec leur papa. C'est une éducation qui est très ouverte, qui est beaucoup placée sur la communication. Mon plus grand, lorsqu'il avait 3 ans, connaissait le terme de consentement et connaissait la définition. Et ça passe par plein de petites choses au quotidien. Est-ce que maman peut te faire un bisou sur la joue? Non, je veux pas. Je respecte ton consentement. Et ça passe que par des trucs comme ça. Nikita, si vous le voulez bien, il y a un petit jeu qu'on voulait faire avec vous. Ça s'appelle l'interview vrai de vrai. Ok. En vrai de vrai. Nikita, on a fouillé. Oh là! Et on a trouvé pas mal d'anecdotes sur votre vie. Vous n'allez pas vous imaginer des folies. Alors, elles sont toutes vraies. Mais j'aimerais avoir des explications sur certaines, si vous le voulez bien. On commence avec une première anecdote. Vous avez participé, n'ayez pas peur, hein. Vous avez participé à un clip de Gims et Vianney. Oui. Comment c'est arrivé? Je n'étais même pas encore maman. Ce clip est arrivé... J'adore ce passage. Je prends l'enfant, mais c'est tellement moi en plus. C'est tellement cette daronne que je suis. C'est ça. Qu'est-ce que ça raconte de vous, ce clip? Si vous ont choisi, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça dit de vous? En fait, c'était lorsque j'avais fait une interview à l'époque avec Hugo Clément, où je parlais de ce rêve d'avoir un enfant et que je refusais de réaliser ce rêve parce que je recevais tellement de haine que voilà, je m'interdisais d'avoir ce truc-là. Et donc, du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont dit c'est une façon, entre guillemets, de militer aussi que même l'actrice porno peut être une bonne maman. Comment vous avez outrepassé cette peur, justement, d'avoir un enfant? L'amour et de me dire... Moi, je ne vais pas trop en parler, mais de mon parcours enfant, j'aurais préféré que ma maman travaille dans l'industrie pornographique, mais soit une maman qui est aimante, présente, qui me donne un cadre, une jolie éducation et qui me protège. Finalement, que je me dis, je sais que je vais être une super maman et que je vais donner plein d'amour à cet enfant avec un papa exceptionnel. Donc voilà, il faut que je passe au-delà de ces peurs, de ces angoisses, quoi. Deuxième anecdote, c'est en traçant votre téléphone portable que votre maman a découvert justement que vous faisiez du porno. Celle-là, elle est cocasse. Comment ça s'est passé? J'avais dit à ma mère que j'arrêtais la pornographie lorsqu'elle a appris. Et puis un jour, je me retrouve à Las Vegas et j'appelle ma mère d'un téléphone américain. Et donc, elle me rappelle, elle me dit « T'es où ?» Et je lui dis « Oui, je suis à Courchevel, je fais une saison là-bas, mon patron est américain. » Donc, évidemment, ma mère, il ne fallait pas la prendre, c'est une maman, hein. Et elle donne mon numéro de téléphone à un ami gendarme, il me trace et je me casse. Donc moi, je me rappelle, elle me hurle dessus, je suis aux palmes. Parce qu'elle a grillé où vous étiez. Ouais. Et donc, du coup, voilà, je lui ai expliqué, mais écoute, maman, déjà, si tu t'inquiétais, il fallait peut-être s'inquiéter avant. Et puis... forcément, elle s'inquiétait aussi voilà, de la drogue, des maladies. Je lui ai dit, écoute, je suis testée tous les 15 jours, maman. Bon, ça va, tout va bien. Troisième anecdote, Nikita Bellucci, le moment le plus chaud de votre carrière, ça reste quand même la lecture du livre de Bruno Le Maire.
Ça, c'est vrai. On regarde. Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excitée comme jamais. Je mouille. Il lui est arrivé de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu comment ils sont gros aujourd'hui? Tu as vu Oscar? En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. Bah dis donc, c'est quoi? C'est un bouquin que je me suis acheté hier. Fugue américaine. De Bruno Le Maire. Le ministre? De Bruno Le Maire. Ouais, je ne vous sentais pas sur le plan juridique. Bruno Le Maire, donc c'est extrait de son 2e roman. Vous l'avez dit, La fugue américaine. Ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est Bruno Le Maire, il avait déjà écrit pour la collection Harlequin. Il n'écrivait pas à l'époque sous son propre nom, mais sous le pseudonyme, attention, Duke William. Bruno Le Maire était alors étudiant et il s'agissait, dit-il, d'un petit job. C'est ce qu'il a expliqué il y a quelques années. Ça reste un bon souvenir pour vous, cette interprétation? Oui, après, ça me désespère. Enfin, ça m'exaspère un petit peu parce que quand je vois que Marlène Schiappa écrit aussi des romans érotiques, fait la couve de Playboy, je me dis, mais les gars, quoi, vous êtes quand même au gouvernement, s'il vous plaît. Un peu de... Chacun son rôle? Ouais, je vais pas dire un peu de pudeur, ce serait malvenu, mais quand même, là, je pense qu'il y a quand même plus urgent à traiter que de faire des bouquins olé olé. Après, si l'envie leur prend, on peut réaliser un film tous ensemble, hein. Vous avez, 5e anecdote, aussi tourné dans le film d'Anissa Bonnefond, La Maison. C'était en novembre 2022. Ça vous plaît de jouer la comédie? C'est un très bon souvenir parce qu'Anissa est quelqu'un d'adorable. Elle a su me mettre à l'aise tout de suite. Et il n'y avait pas ce regard un peu malveillant que j'ai pu voir autour de moi. C'est-à-dire, toi, t'es l'actrice porno, reste à ta place, tu vas jouer le rôle d'une prostituée. Non, elle était vraiment très bienveillante. Donc non, c'était un très bon souvenir, oui. Ma chère Nikita, c'est l'heure de l'interview multiverse. Oula. Vous êtes prête? On va vous soumettre des personnalités qui ont fait l'actualité et vous allez nous dire ce que vous feriez ou diriez à leur place, si vous le voulez bien. Si vous étiez Timothy Stockley, le créateur de l'application OnlyFans, qu'est-ce que vous changeriez? Si j'étais ce monsieur, je lui dirais de faire un peu plus attention aux personnes qui s'inscrivent sur son site. C'est-à-dire que nous, ça nous a donné une chance quand on est acteur, actrice, ça nous donne une chance. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus indépendant, on n'est plus à la solde de réalisateurs véreux. Maintenant, le problème, c'est que n'importe qui peut aller sur OnlyFans, n'importe qui peut mettre ses vidéos. Et si, par exemple, je prends l'exemple d'un couple, le mari qui filme sa femme, et je ne sais pas s'ils se séparent, c'est qui a les droits de cette vidéo? Est-ce que le mari ne va pas faire du chantage à sa femme? Est-ce que le mari, devant le juge des affaires familiales, ne va pas donner les vidéos? Enfin, voilà, ça Pour peut faire être, du chantage, éventuellement. ça peut être très dangereux et je trouve que non, il faudrait un peu plus de contrôle quand même là-dessus. Si vous étiez l'acteur X, Manuel Ferrara, qu'est-ce que vous feriez ou diriez? Si j'étais Manu, je reviendrais plutôt souvent en France et je dirais oui à Nikita lorsqu'elle va me proposer une TV. On va parler de justement de l'exposition à la pornographie et de faire un peu de pédagogie ensemble. Je suis sûre qu'il a plein de choses à dire. Si vous étiez P. Diddy, qu'est-ce que vous feriez ou diriez? Attention, celle-là, elle est piégée. Si j'étais P. Diddy, je plaiderais coupable. Après, j'ai pas le dossier sous les yeux, évidemment. Il y a quand même 120 oui, voilà. Nouvelles victimes. C'est plusieurs ça, mineurs. Ouais, des mineurs, j'ai vu là, des mineurs. Je sais pas. À sa place, je pense que j'essaierais peut-être de me foutre en l'air, mais par respect pour les victimes, je leur donnerais un procès. Je m'excuserai, mais j'avouerai, je prendrai mes responsabilités. Si vous étiez le procureur de l'affaire Pellico, qu'est-ce que vous exigeriez comme peine à l'encontre du mari de Gisèle Pellico? Perpétuité. Après, j'aime pas trop ce truc de... J'ai beaucoup d'amour pour Mère Justice, donc je veux surtout pas prendre la place de procureur, évidemment. Voilà, cet avis ne me concerne que moi. Voilà. J'exigerais également qu'on mette la tête de toutes ces personnes placardées partout, qu'ils assument, et qu'on arrête de dire « Oh, mais je savais pas qu'elle était endormie !»
Nikita, d'ailleurs, je le disais, vous avez reposté une story avec le hashtag #NotAllMen. Vous avez aussi reposté ce tweet de Libération suite au rassemblement Place de la République contre les violences sexistes et sexuelles en soutien à Gisèle Pelicot. Vous y étiez? Non, malheureusement, non, je m'occupais de mes petites. Qu'est-ce qui vous a interpellé de voir toutes ces femmes J'aurais adoré amener mes enfants, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un mouvement de foule. Parce qu'il y a eu des rassemblements, notamment devant le palais de justice de Rouen. Ça m'émeut, mais je trouve ça beau. Toute cette sororité, ça fait du bien. Et malheureusement, on est obligé d'en arriver à de tels cas. Je trouve ça beau aussi quand on applaudit Gisèle, parce que je me semble que ça s'appelait plus Madame Pelicot. Elle est belle, cette femme, elle est digne. Donc non, bravo à elle. Chaque soir, chère Nikita, on clique pour vous, on vous recommande du moins sur quoi cliquer. Et aujourd'hui, on vous parle du spin-off du Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle Les Anneaux du Pouvoir. Et la saison 2 se termine. C'est le On a cliqué pour vous de Philippe Coussin. Les Anneaux de Pouvoir, c'est le préquel du Seigneur des Anneaux que le monde entier attendait. Enfin tout le monde. Les gens qui se mettent des olives apéro dans leurs cheveux pas lavés depuis un mois, quoi. Et alors, la saison 2 est-elle moins pire que les saisons 1 ? Ah bah globalement non, hein. On s'ennuie tellement qu'on s'invente des histoires. Tiens là par exemple, c'est Sauron qui a ressuscité dans le corps d'Inoxtag et qui se retrouve à grimper en haut de l'Everest. Franchement, ces sponsors, ils auraient pu être un peu moins rats et mieux le couvrir, je trouve. Après avoir retrouvé ses Sherpas dans un intense moment d'émotion. I know you've suffered. I can see it in your eyes. Inox, oui c'est son prénom, que voulez-vous? C'est pas moi qui ai choisi son sobriquet. Inox donc espère séduire sa coloc d'école de commerce, mais il échoue, parce qu'elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire revenir l'été en mettant des bagues. Ce qui est chelou en soi, moi j'ai mis mon émeraude ce matin, il fait toujours gris en région parisienne. Et pour 6 mois. SES détresse, bonjour hein. Plus sérieusement, parfois il y a une petite morale du genre. But out of the chaos, we will forge a new and perfect order. Mais merci, si j'avais voulu entendre ça, j'aurais regardé le 20h. Bon alors par contre, les décors sont fabuleux, on sent qu'il y a un sacré paquet de tunas. Mais c'est sans doute le problème. I do not believe you. Là où Peter Jackson avait mis toute son âme, toutes ses tripes, en plus d'un budget complètement fou dans son adaptation de Tolkien, là, on a l'impression de regarder une présentation de consultant marketing qui aurait tout misé sur la forme et tellement rien sur le fond que justement, Tolkien, il est un peu trop au fond. I looked for too long. No. 3 sur 10 du coup. Bisous. Nikita, c'est l'heure de l'interview compte à rebours. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à un maximum de questions. Vous êtes prête? Chaud, vas-y. Allez, on lance le chrono. C'est quoi la première chose que vous faites au réveil? Café, clope. Le dernier DM ou message weird que vous avez reçu? Mon tatoueur. Qu'est-ce qu'il a dit? On se voit demain. Ça va. Vous êtes jalouse? Très. Vous avez acheté quoi avec votre premier cachet d'actrice? Des conneries. La question la plus débile que l'on vous ait posée? Pourquoi t'es rentrée dans le porno? Vous croyez à la voyance? Moi, un petit peu, ou presque. Vous avez un objet fétiche? Et pas qu'un seul. Comment s'appelait votre premier amoureux? Ricardo. Vous le mettez à quelle heure votre réveil? Je mets pas de réveil. C'est les enfants qui me réveillent. Vous écoutez quoi comme musique pour vous remonter le moral? J'écoute Christophe Ondelat. Vous remontez le moral d'une sacrée manière, vous. Qui vous a appelé quand vous avez besoin d'un conseil? Ma sœur. Connaissez-vous le code du téléphone de votre mec? Évidemment. Vous faites quoi quand vous êtes énervé? Je fume. Et la dernière question, c'était que disent les gens quand ils vous reconnaissent dans la rue? Ils disent rien. En fait, les gens, avant, il y avait beaucoup d'insultes et maintenant, en fait, ils envoient un message sur Instagram. « J'ai vu que t'étais avec tes enfants. J'ai pas voulu te déranger. En tout cas, ouais, super ce que tu fais. » Et je trouve ça très bienveillant pour le coup. Merci beaucoup, en tout cas, Nikita Bellucci. Merci. J'étais vraiment très heureuse d'aborder tous ces sujets avec vous. C'est important, ça compte pour nous. Merci beaucoup.